pied. Mais tu poses quand même des questions. Oui, bien sûr. On est de nouveau en direct du Production Forum avec Baptiste Henneman de la CST. Comme d'habitude, on va attendre quelques secondes que tout le monde puisse bien se connecter. On va laisser aussi parler la dame, lui faire passer son message. Et puis, on va y aller dans à peu près 30 secondes. Elle ferme dans un quart d'heure, ça va ? C'était 20... Un quart d'heure ou 3 quarts d'heure? C'était 22 heures. Un quart d'heure, je pense. Bon, bah écoute, Il y aura moins de monde, il y aura moins de bruit. On fera pas les autres personnes. Là, on peut aller écouter Micro-Salon après. Oui. Parce que eux, ça fait à 22 heures. Allez, ça fait 1 minute, on va y aller. Hop. C'est bon. Allez-y. Bonjour Baptiste, merci de nous recevoir sur ce Production Forum. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Bonjour, alors je suis Baptiste Henneman, je suis le délégué général de la CST, qui est la Commission supérieure technique de l'image et du son. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je pense que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui connaissent le sigle CST, mais qui ne savent pas précisément ce qu'est la CST et quelles sont ses missions. Oui. Alors la CST, beaucoup de gens connaissent le sigle aussi parce que c'est une association qui existe depuis très longtemps. La CST est née en 1944 et c'est la plus ancienne association de techniciens du cinéma et de l'audiovisuel en France. Donc nous avons à peu près 600 membres qui sont tous des techniciens et qui couvrent de la première minute préparée, on va dire, à la dernière image diffusée. Donc ce sont des gens qui fabriquent des œuvres audiovisuelles et cinématographiques. Et nous avons des techniciens, des chefs opérateurs, des repéreurs, des directeurs de production, des monteurs, des mixeurs, qui représentent un peu l'ensemble des métiers de la fabrication et de la diffusion avec des directeurs techniques de salles de cinéma par exemple. Voilà. Alors concrètement du coup comment ça se passe ? L'idée c'est de faire parler tous ces gens ensemble. Comment ça se passe d'organiser des manifestations avec des thématiques particulières ? Alors oui, la CST, la valeur cardinale de la CST, qui est là depuis l'origine, c'est la qualité, c'est la notion de qualité. C'est comment le technicien peut exercer son métier au meilleur de ses compétences, comment on peut améliorer la qualité du geste du technicien, et notamment sous l'influence de l'arrivée de nouvelles technologies, et à la fin, comment est-ce qu'on peut avoir la meilleure restitution de l'œuvre finale sur les écrans de diffusion et donc sur l'écran de cinéma et à la télévision. Donc c'est cette notion de qualité un peu transverse, à la fois la qualité du travail fourni au départ qui permet de fournir au réalisateur le projet d'œuvre qu'il a dans la tête et la qualité de l'œuvre restituée sur l'écran de diffusion qui est le fil conducteur des travaux de la CST. Donc concrètement, ce sont des réunions, on réunit nos 600 adhérents qui sont répartis en différents départements, métier par métier, et qui se posent chacun des questions relatives à leur métier, la façon dont ils pourraient l'améliorer, réfléchir ensemble. Nous éditons régulièrement ce qu'on appelle des recommandations techniques, qui sont donc des textes rédigés ensemble par l'ensemble de la profession et qui permettent de proposer un point de vue particulier sur un enjeu technique ou technologique particulier. Et comment sont choisis du coup ces techniciens au sein de la CST ? Alors au sein de la CST, on n'a pas de process d'inscription complexe, on n'a pas un prérequis pour adhérer à la CST, il suffit d'avoir un parrainage. Donc, il faut se faire parrainer par des membres de la CST ou on peut se faire parrainer par le conseil d'administration, si on ne connaît pas de membres, en envoyant simplement son CV, son parcours. Parce que pour être membre de la CST, il faut être un technicien en école ou en activité, ou retraité, enfin être un professionnel du secteur. C'est ce qui compte pour être membre de la CST, pour avoir un avis ou être pertinent dans les discussions qui sont faites. Donc, pour adhérer à la CST, c'est en fait assez simple. Il faut soit se faire parrainer par des membres de la CST, soit on envoie son parcours, son CV, même si on est étudiant, au conseil d'administration qui va alors vous parrainer. D'accord. Et vous fixez une limite d'un nombre de membres ? Il y a un seuil critique Pas du tout. Non, il n'y a pas de limite au nombre de membres. D'accord, donc c'est libre, comme tu disais, ça peut être même un étudiant qui a une compétence avérée,
sur un point technique particulier peut demander à adhérer à la CST. Peut complètement demander. Ouais. Alors après, donc moi j'ai beaucoup parlé des groupes de travail qui sont un petit peu le cœur de métier. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc on est une association assez nombreuse, donc ce qu'il en sort, c'est les groupes de travail qui proposent eux-mêmes leurs sujets. Donc il peut y avoir autant de groupes que de sujets, et que les sujets sont en fait assez variés. C'est-à-dire que cette notion de qualité du geste technique est très transverse. Elle permet d'aborder à la fois des points qui sont véritablement des points de technologie, mais également aussi des points qui relèvent plutôt de ce que moi j'appelle de la technicité. Et donc comment on fait pour travailler ensemble, et notamment à la CST, comme on est transverse avec l'ensemble des métiers qui sont représentés, toutes les questions qui permettent de travailler ensemble entre différents départements du film peuvent être évoquées. Donc tous les enjeux de workflow au sens large, que ce soit sur l'image, mais sur le son, ou les enjeux liés à la donnée, peuvent être adressés au sein de l'association. Ensuite, on a évidemment, comme l'ensemble des associations, en ce moment, on traite et on cherche à traiter des enjeux liés à l'égalité des chances, l'égalité des parcours, les enjeux de formation tout au long de la vie du technicien, comment la technique va influer sur le métier du technicien tout au long de sa carrière. Le sujet du harcèlement, qui est particulièrement prégnant en ce moment, est également abordé au sein de l'association. Donc on essaye d'être une association assez large et qui prend en compte l'ensemble des enjeux et des problématiques des techniciens. Alors au cul du camion et l'AFR évidemment, on a surtout des régisseurs, même si sur le cul du camion il y a déjà un peu toute la profession. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous travaillez qui concerneraient plus particulièrement la régie, les régisseurs? Est-ce que tu auras des exemples de groupes de travail qui seraient peut-être un peu transverses, mais qui parleraient de domaines très particuliers, j'arrive pas à m'exprimer, excusez-moi, mais qui parlerait de sujets vraiment qui concernent la régie et les régisseurs? Alors là, le premier sujet qui me vient vraiment en tête, c'est le travail qu'on fait en collaboration avec l'EcoProd. Ouais. Alors on allait en parler, mais dont on peut parler ensuite. Mais évidemment, c'est nous un des sujets principaux sur lesquels on travaille, et qui pourrait, d'une certaine façon, concerner également les régisseurs. Et je ne sais pas, après d'une manière peut-être plus générale, des exemples de groupes de travail, de sujets sur lesquels vous travaillez en ce moment, d'actualité? Non, là j'avoue, j'ai rien qui me vient en tête. À cette heure-là, je ne sais pas. Il y a sûrement quelque chose, mais là je ne sais pas. À part effectivement le travail qu'on fait. On peut justement embrayons sur ce sujet-là, parce que la CST est particulièrement engagée dans tout ce qui est production responsable. C'est un membre d'EcoProd. Toi, je sais qu'à titre personnel aussi, tu es quelqu'un d'assez engagé sur la production responsable. Est-ce que tu pourrais nous parler de la production responsable, nous donner ton sentiment sur la question, nous faire un état des lieux un petit peu, comme tu es un petit peu au cœur de la profession, que tu as une vision transversale de tous les corps de métier, nous donner ton opinion sur où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, et comment on peut améliorer les choses? Alors c'est une vaste question. La première question, c'est pourquoi la production responsable? Moi, je pense que parce qu'on n'a pas le choix, tout simplement. On n'a pas le choix parce que le coût de l'énergie augmente inéluctablement. Aujourd'hui, extraire du pétrole, l'argent qu'on fait en vendant le pétrole qu'on a extrait est inférieur à l'argent qu'a coûté et qui a été nécessaire pour extraire ce pétrole-là. Et le coût de l'énergie va aller croissant. On a quasiment épuisé l'ensemble des réserves de pétrole. Là, on attaque les couches et les sous-couches les plus basses qui existent. Donc de toute façon, on sait aujourd'hui, en 2020, que d'ici 2030, 2035, 2040 au plus tard, on va croiser ce qu'on appelle un mur de l'énergie, un mur énergétique, qui fait qu'on n'aura plus assez d'énergie disponible sur la planète pour accomplir l'ensemble des activités que nous menons aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que l'on sait. Or, 2030, c'est donc dans 10 ans, c'est demain. Si on n'a plus assez d'énergie pour pouvoir travailler correctement, c'est pas compliqué, ça va être assez simple, il n'y aura plus de travail. Parce que on sera obligé d'arrêter de travailler. On ne pourra pas assumer tel qu'on le fait aujourd'hui en France. On produit 300 longs métrages, on produit
je ne sais plus, 800 heures de fiction télé, sans compter les documentaires, etc. À ce rythme-là, si on continue aujourd'hui à consommer de la façon dont on continue aujourd'hui, c'est pas compliqué. Qui dit 2030 ou 2035 ou 2040, ça sera terminé. Et là, c'est un regard qui est purement égoïste sur le secteur du cinéma. Moi, je pense un peu plus en termes de citoyens de la France ou de citoyens du monde. On a également une responsabilité à prendre dans ce phénomène de réchauffement climatique qu'on est en train de vivre, dans ce phénomène d'extinction de la biodiversité qu'on est en train de vivre. La grande question de quel monde on laisse à nos enfants et à nos petits-enfants est une question qui est tout à fait pertinente, grave. Voilà, on sait qu'en 2030, les lions d'Afrique auront disparu. Et on ne parle pas d'une sous-espèce, on ne parle pas d'un animal inconnu, voilà, on parle de quelque chose de complètement emblématique qui est le lion. Voilà. Et ce sont des choses, ce qui est en train d'être, ce qui se passe aujourd'hui en Australie avec les incendies et la quantité incroyable de pays qui brûlent, est une conséquence directe du réchauffement climatique. Ce n'est pas la peine de chercher midi à 14h, d'essayer de trouver des excuses, d'essayer de dire c'est peut-être conjoncturel, c'est peut-être... Non, c'est une conséquence directe du réchauffement climatique. En ce moment, en France, on vit des grèves sans précédent. Ceux qui sont assez vieux se souviennent des grèves de 1995. Donc on compare les grèves de 2020 et les grèves de 1995. En 1995, on manifestait dans la neige. En 2020, on manifeste sous la pluie. Voilà, ce sont des choses que nous vivons. Le réchauffement climatique, c'est une réalité. Donc on a à la fois un enjeu, on va dire, sectoriel égoïste, de se dire si on veut continuer à travailler demain dans le secteur, et pour des gens qui ont peut-être 20, 30 ans, ils n'auront pas terminé leur carrière en 2030 ou en 2040, enfin je leur souhaite de continuer à travailler. Donc si on veut continuer à travailler, avoir du travail dans 10 ans, il faut réagir maintenant, parce qu'on sait qu'il y a des effets de latence qui sont très très longs, et que l'action qu'on prend maintenant aura peut-être un effet d'ici 5 ans, 8 ans. C'est long, c'est lent, c'est difficile. Et il y a un enjeu plus citoyen du monde où de toute façon il faut réagir parce que sinon on va être dans un environnement sans aucune biodiversité et c'est un environnement que moi je ne souhaite pas pour moi ni pour mes enfants. Et cet argumentaire-là, on pourrait le développer. On peut aussi avoir un argumentaire un peu plus économique qui peut dire lorsque on cherche à réduire le budget d'un film, aujourd'hui, on a finalement 3 méthodes. La première méthode, c'est de ne pas faire le film. Si on ne fait pas le film, c'est sûr qu'il ne coûte pas d'argent. Voilà, on annule, on ne fait pas le projet, on ne dépense pas d'argent. La deuxième méthode, c'est d'aller faire le film dans un endroit où le coût du travail est beaucoup moins cher. Alors là, forcément, si on va faire le film dans un endroit où le coût du travail est beaucoup moins cher, on va réduire le budget du film. La troisième méthode, qui est celle que moi je préfère en l'occurrence, c'est de réfléchir sur la façon dont on fabrique le film pour essayer d'optimiser son process de production, son process de fabrication. Et dans ce cas-là, mécaniquement, on va compacter et donc avoir un impact sur le budget. Quand on parle d'éco-responsabilité, on sait les premiers postes de dépenses sur un film, le premier poste de dépense c'est je vais y arriver. Le premier poste de dépense sur un film, c'est la lumière, c'est l'énergie. Voilà. C'est le pétrole, les transports. C'est le premier poste de dépense dans la fabrication et c'est le premier poste émissif. On sait que si on réduit ce poste-là, par tous les moyens, on va avoir un impact sur le budget du film. Je ne sais pas si je suis clair, je fais de mon mieux. Donc, réfléchir à la fabrication de son film en essayant d'en réduire l'impact écologique a un impact direct sur son économie et sur sa fabrication. Et c'est donc une méthode également pour compacter les budgets. Donc ça fait finalement plusieurs raisons qu'on le traite sous le plan de sa propre citoyenneté, de sa propre responsabilité vis-à-vis du monde, ou sur un plan plus économique en se disant que finalement il faut trouver des solutions aujourd'hui pour arriver à tourner, non pas moins cher, mais tourner mieux, c'est-à-dire de se donner plus le temps pour faire son propre métier et de réfléchir et de faire son métier dans les meilleures conditions. Les méthodes qui sont proposées par EcoProd, les méthodes éco-responsables, sont des méthodes qui permettent de réduire les distances, de compacter les budgets, de mieux réfléchir l'énergie qu'on dépense sur un tournage, etc., etc., de replacer d'une certaine façon l'humain au cœur du processus de fabrication. Et on en a toujours besoin. Et donc c'est également
un moyen d'atteindre une meilleure maîtrise de son process de fabrication et donc une meilleure maîtrise in fine de son budget. Et du coup, est-ce que les techniciens et l'ensemble de la profession, les prestataires et les producteurs aussi évidemment, ont un point de vue qui évolue sur la question? Est-ce que tu sens, toi qui es un petit peu au cœur de tout ça, est-ce que tu sens vraiment que ça commence à prendre ou il y a encore beaucoup de chemin à parcourir? Alors, oui. Je vais répondre oui. Moi, je sens qu'il se passe quelque chose. Tout simplement parce que la CST fait partie du collectif EcoProd. Moi, je travaille sur ces thématiques-là au sein d'EcoProd depuis 2011-2012. Et EcoProd est né en 2009. Donc, ça fait on va dire un bout de temps que je suis l'évolution d'EcoProd et la façon dont on est reçu et écouté par la profession. En 2012, quand on allait voir des techniciens, des producteurs, des financeurs et qu'on leur parlait d'éco-responsabilité, ils nous prenaient, il faut être gentil, voilà, pour des doux illuminés. On était des écolos gauchistes, pas très raisonnables. On n'arrivait pas à dépasser des enjeux extrêmement petits et véritablement l'écoute était très faible. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Moi, je le vois sur un événement comme le Salon des Tournages. Moi, j'ai tenu le stand EcoProd au Salon des Tournages en 2013, en 2014. L'affluence, l'intérêt n'a rien à voir entre cette année, 2020, et même, je dirais, 2017. Voilà, en 3 ans, on a eu un parcours et un regain d'intérêt qui est démentiel, de la part des techniciens d'abord, et maintenant, ensuite, on peut le dire quand même, un peu dans un second temps, de la part des producteurs, des réalisateurs, etc., qui mènent le mouvement. On a vu pour la première fois l'année dernière des événements pendant le Festival de Cannes qui concernaient l'éco-responsabilité. Ça, pareil, c'est révolutionnaire. On n'avait jamais vu ce genre d'événement dans un festival et un marché du film qui est avant tout médiatique et économique. Le fait de pouvoir parler d'éco-responsabilité durant le Festival de Cannes était un événement notable. Voilà. Et au Salon des Tournages, nous on sent vraiment avec l'équipe d'EcoProd, année après année, l'intérêt fort et la place que le sujet prend. Il y a 5 ans, 6 ans, EcoProd était un tout petit stand dans un coin sur une annexe du Salon des Tournages. Aujourd'hui, c'est juste derrière moi, hein, on a le stand Ecofilm qui réunit plusieurs professions qui ont toutes créé ce stand qui est quand même très important sur le Salon des Tournages. En plein cœur du salon. En plein cœur du salon, voilà, pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de venir. Donc on est en plein cœur de la surface exposition. Le stand est extrêmement visible et on a une face EcoProd où tous les métiers peuvent venir exposer chacun leur guide des bonnes pratiques. Et puis sur tout le tour de cet îlot, on a l'ensemble des métiers qui exposent, des prestataires qui exposent, qui proposent des solutions, etc., etc. Donc on a véritablement quelque chose de très riche et une offre là, cette année en 2020, qui est sans commune mesure avec ce qu'on avait même en 2017, je dirais. Donc on est sur un mouvement qui est très positif et très rassurant. Ok, bon écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, le salon va bientôt fermer. De toute manière, merci Baptiste. De toute manière, demain, on va consacrer un long volet sur l'éco-production puisqu'on va suivre une conférence à 10h30 qui parlera d'éco-production. Et ensuite, on va donc interviewer Pauline Gilles d'EcoProd et tout un tas justement d'acteurs de cette nouvelle branche qu'on peut appeler l'éco-production, la production responsable. Voilà, plus évidemment d'autres interviews, mais ce sera vraiment le gros bloc de la journée, ce sera l'éco-responsabilité et la production durable demain. Je vous remercie de nous avoir suivis et je remercie beaucoup à Baptiste d'avoir participé, d'avoir accepté de se prêter au jeu de l'interview. Et je remercie aussi beaucoup Emma Salomon qui est à côté de moi, qui a cadré toute la journée, qui doit être bien fatiguée parce qu'on a beaucoup marché, on était beaucoup debout. Et je vous donne rendez-vous demain aux alentours de 9h30, 10h pour continuer notre petit tour du Salon des Tournages et du Production Forum. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.